Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans Dimanche en politique. Je suis ravie de vous retrouver ce matin avec notre invité qui aujourd'hui a toute sa place dans une émission politique car il a connu tous les mandats ou presque, département, région, Assemblée nationale, Sénat. Mon invité ce matin, c'est Bruno Retailleau qui rêve de rajouter une nouvelle adresse à son CV, l'Élysée. Il est en campagne pour une primaire à droite dont on ne connaît pas les contours, pour laquelle son propre parti, les Républicains, ne semble pas très enclin à le favoriser. Mais Bruno Retailleau veut croire en son destin. Il sera sur ce plateau dans quelques instants. Mais d'abord, retour sur son parcours, ses convictions, croyances et choix politiques avec Vincent Rénal et Nathalie Saliou-Tendron. Qu'il est long le chemin de l'ascension politique. Mais derrière ce sourire, franc ou carnassier selon les avis, on peut reconnaître à Bruno Retailleau une certaine ténacité. Né à Cholet en novembre 1960, le jeune homme trouve sa voie à l'Institut d'études politiques de Paris. Mais c'est à un certain Philippe de Villiers qu'il doit sa mise en selle. Entre le jeune Retailleau, cavalier émérite bénévole au Puy du Fou et le vicomte, le courant passe. Le leader souverainiste lui fait gravir les échelons sous les couleurs du mouvement pour la France, conseiller général, député, et puis la rupture. En 2009, Philippe de Villiers accuse son dauphin de traîtrise lorsqu'il est approché par François Fillon pour entrer au gouvernement. Un épisode douloureux, mais un tremplin vers l'Assemblée de Vendée et le Sénat, puis la région Pays de la Loire, avant d'être contraint par la loi du cumul des mandats de la céder à Christelle Morance. Je pense que c'est quelque part un homme politique assez hors norme. Il a une capacité de travail immense. Et finalement, de cette exigence personnelle, il apporte aussi à tous ceux qui l'entourent une exigence de travail aussi. Ne cédez rien, ne lâchez rien, ne capitulez pas. Président du groupe UMP, puis LR au Sénat, il est un soutien indéfectible de François Fillon pendant la présidentielle de 2017. Plombé par l'affaire du Penelope Gate, le candidat LR est éliminé dès le premier tour et les rêves ministériels de Bruno Retailleau s'envolent. Aujourd'hui, ce catholique pratiquant qui a ferraillé dur contre le projet de loi Leonetti sur la fin de vie et contre le mariage pour tous plaide pour une primaire à droite et envisage depuis plusieurs mois une candidature à l'élection présidentielle. Bruno Retailleau, c'est comme son nom l'indique, l'homme du taillis. Je trouve que l'étymologie est extrêmement parlante pour cet homme-là, c'est-à-dire que c'est une droite en embuscade. C'est une droite qui sait exactement ce qu'elle pense, qui sait quelles sont ses convictions, qui sait ce qu'elle veut, mais qui se planque dans un taillis en attendant le moment de surgir. Son programme, de l'ordre et encore de l'ordre. C'est la chienlit et la chienlit, ça suffit, disait-il il y a une semaine encore à propos des violences en marge des manifestations contre la loi sécurité globale. Ah, ce grand Charles, il a décidément beaucoup servi. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être sur ce plateau de Dimanche en politique. Je reçois ce matin le sénateur de Vendée, le président du groupe Les Républicains au Palais du Luxembourg, mais aussi le candidat à la primaire de la droite. On vient de l'entendre dans ce reportage. Vous, le féru d'histoire, vous allez être le Vendéen qui allait peut-être sauver les Républicains, ça ne manque pas d'ironie. En tout cas, vous nous confirmez que vous êtes bien candidat à la primaire qui désignerait le représentant de la droite. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'elle aura lieu, cette primaire ? C'est toute la question. Vous faites bien de me la poser, mais peut-être qu'il faudrait aussi la poser à ma famille politique. La primaire, c'est une méthode en réalité. Moi, je fais un constat. Ce constat, il est sombre pour la France. Je pense que la France va mal et que nous sommes en quelque sorte en ce moment de crise bien sûr sanitaire, économique, sociale, mais aussi en termes de terrorisme. Nous sommes la France à la croisée des chemins. Et donc, nous sommes devant un choix. Ce choix, il devra s'exprimer en 2022. Et je pense qu'en 2022, ce sera une date absolument décisive. Et il faut la préparer. Je veux la préparer. Je ne veux pas, en tout cas, qu'on se retrouve dans une sorte de bégaiement de l'histoire. Je ne veux pas qu'on ait la répétition du second tour de 2017 entre Madame Le Pen et M. Macron. Je pense que ça, les Français n'en veulent pas. À 80%, vous vous rendez compte, ils n'en veulent pas. Ils rejettent ce face-à-face qu'on voudrait leur imposer. Et donc, il faut que votre famille politique se mette en ordre de bataille pour désigner un candidat. Exactement. Il faut préparer les choses. Alors, on a plusieurs méthodes. Ce qu'on propose pour l'instant, c'est le hasard.
c'est l'incertitude. Je pense que ça n'est pas une bonne méthode si on veut vraiment préparer une échéance aussi importante pour l'avenir des Français. Sachant que la primaire, elle est dans les statuts de votre parti, les Républicains, mais c'est tout. Il n'y a pas après de précision exactement sur comment elle peut se passer. On dit qu'elle est ouverte à l'ensemble des citoyens adhérents aux valeurs de la République et se reconnaissant dans les valeurs du mouvement, en l'occurrence les Républicains. C'est très flou. Vous êtes plus précis. Vous proposez une forme de primaire. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous y avez réfléchi. Un calendrier et un mode d'emploi, lequel ? D'abord, elle est dans nos statuts, c'est-à-dire dans notre Constitution, et ça compte quelque part. Ensuite, avant de parler de la technique, ce que je veux dire, c'est parce que je sais que la primaire a laissé parfois un mauvais souvenir. On a cru que nous avions perdu à cause de la primaire. Rien de plus faux. Nous avons perdu à cause des affaires. Les choses doivent être claires. En revanche, pour moi, la primaire, c'est la voix qu'on donne à nos militants, à nos sympathisants, à nos électeurs. Donc une primaire, mais pas la même qu'en 2016, celle qui a amené pourtant François Fillon. Au moins, il ne faut pas que le candidat soit désigné dans un entre-soi. Moi, je veux que nos électeurs, mais aussi nos militants, nos sympathisants, puissent participer, puisqu'on se plaint tous, les hommes politiques, les femmes politiques se plaignent aujourd'hui d'un manque de participation. Et on voit bien que les Français veulent participer, malgré tout. Donc, je pense qu'on doit leur donner la voix. Et je pense que c'est la seule façon de faire vivre un débat d'idées. Si vous n'avez pas de primaire, si vous avez un candidat quasiment autodésigné, désigné par les sondages, désigné par un bureau politique, à quelques dizaines, dans un entre-soi, il n'y aura pas ce débat d'idées, ce débat sur les projets. Alors vous proposez une primaire originale dans sa forme. On ne va pas rentrer dans tous les détails, je le répète, puisque d'abord, elle n'est pas encore entérinée. C'est une primaire, en fait, où il y aurait plusieurs choix possibles, avec un calendrier octobre 2021. Expliquez-nous rapidement comment ça pourrait se passer selon vous. Je vais essayer de tirer d'abord les leçons de ce qui n'a pas marché en 2016. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? J'étais au premier poste, aux avant-postes, c'est les deux tours. Il y a eu un déchirement, franchement, entre François Fillon, Alain Juppé, et ce deuxième tour, cette semaine-là, était terrible. Elle a forgé, en réalité, les arguments que la gauche et d'autres ont repris et retourné contre nous après. Donc une primaire à un seul tour. Exactement, à un seul tour. Mais un seul tour, ça peut être très brutal. Donc j'ai proposé un mode d'élection qu'on ne connaît pas bien en France, qu'on connaît bien au Canada, qu'on connaît bien pour désigner le maire de Londres, qu'on connaît bien en Australie, c'est le vote préférentiel. C'est-à-dire que vous faites, voilà, numéro 1, c'est Madame Charbonneau, numéro 2, c'est Bruno Retailleau, numéro 3, c'est Xavier Bertrand, etc. Et puis celui qui est élu au premier tour, il n'y a donc qu'un seul tour, donc ça évite de se combattre entre deux candidats au deuxième tour. Si dans ces noms que j'ai, prononcés, il y en a un qui a la majorité absolue au premier tour, il est élu dès le premier tour. Donc plus de 50%, voilà. Il n'y a pas de problème, c'est comme un scrutin majoritaire. Si, par exemple, il n'y a pas 50%, le dernier, celui qui est arrivé en dernier, lui, il est éliminé. Et puis ces voix, on les reporte justement sur ceux qui sont encore en lice. Et du coup, voilà, vous arrivez aux 50%, donc assez vite. Tout ça, vous nous dites, ça pourrait être un système qui évite de laisser des traces et des séquelles traumatisantes comme celles qu'a connues votre parti en 2016 et en 2017. Ça a deux vertus. Ça a deux vertus, je vais vous dire. Non, rapidement, ça a deux vertus. D'abord que ça, vous classez, vous hiérarchisez et vous n'éliminez pas. Et entre les candidats, ça pousse les candidats à se respecter, parce que vous voyez bien qu'il faut jouer un peu placé, mais si vous êtes trop agressif vis-à-vis de l'un ou de l'autre, vous allez déplaire, et vous vous retrouverez sans doute, non pas numéro 1, 2 ou 3, ou même 4. Donc on n'insulte jamais l'avenir. Exactement, et c'est un mode de scrutin, et d'ailleurs l'expérience l'a montré, pour les pays que je vous ai cités, c'est un scrutin qui est apaisant. Et je pense que dans une même famille politique, où les choses peuvent de temps en temps, effectivement, exactement, mal tourner. Le problème dans votre parti, Bruno Retailleau, et vous en savez quelque chose, ça n'est pas tellement quelle forme pourra prendre cette primaire, mais je le disais, est-ce qu'il y aura bien une primaire? Vous êtes le premier à dire, je vois bien que mon propre parti fait tout pour tuer la primaire. Est-ce que pour vous, en fait, on ne veut pas de vous comme candidat à l'élection présidentielle en 2022 à la tête des Républicains? Moi, je pense qu'il y a aussi le mauvais souvenir de l'élection de 2017. Et beaucoup confondent, beaucoup se disent, par un raisonnement trop court et qui est faux. Voilà, on a perdu en 2017,
Or, il y avait en 2016 une primaire, donc si on a perdu, c'est la faute à la primaire. C'est faux. Je me souviens très bien que tout le monde saluait en novembre, au moment du premier ou du deuxième tour, en novembre 2016, tout le monde saluait le succès de cette primaire. Peut-être qu'aussi, il voit en Bruno Retailleau, l'ancien bras droit de François Fillon, le soutien de François-Xavier Bellamy. Je rappelle que c'était le candidat aux élections européennes en 2019, qui a fait le pire score de la droite, 8,5%. Cet ancrage politique, vous le payez aussi ? Il pourrait peut-être voir l'un de ceux qui ont, en 2015, remporté sur la gauche une grande région française, les Pays de Loire. Voilà, j'ai à mon actif un certain nombre de victoires et je suis enraciné et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Non, moi je pense que d'abord, dans ma propre famille politique, il y a la crainte de la primaire. Après, il peut y avoir une stratégie du tout sauf Retailleau. Bon, je sais que... Mais est-ce que vous nous dites aujourd'hui, je me reconnais toujours dans les idées à l'époque de François Fillon en 2017, dans celles de François-Xavier Bellamy l'année dernière, ce sont vos idées ? C'est votre positionnement ? Non, mais mon positionnement, c'est le mien. Et le positionnement que je prendrai s'il y a une primaire et s'il y a des présidentielles, il est un positionnement en fonction de la crise, notamment, que nous traversons. Je ne renais rien auprès de mon engagement vis-à-vis de François Fillon. J'ai soutenu aussi François-Xavier Bellamy, comme d'ailleurs toute la droite, d'ailleurs. Il n'y a pas que moi qui l'a soutenu. Mais j'ai une équation personnelle. J'ai une équation personnelle qui fait que j'ai une capacité de rassemblement. Je l'ai eu pour la région des Pays de la Loire. Vous vous souvenez que nous étions unis avec le centre jusqu'au MoDem. Je l'ai avec mon groupe. Donc vous nous dites ce qui a marché pour la région des Pays de la Loire peut marcher je l'ai avec un groupe politique. Pour la France. Au Sénat, nous sommes 150 sénateurs. Vous imaginez bien que 150 sénateurs, vous avez vraiment tout l'arc-en-ciel des sensibilités, des nuances de la droite et puis du centre. Et pourtant, ils m'ont élu comme leur président. Si j'étais aussi caricatural, vous croyez vraiment que je pourrais rassembler des hommes et des femmes aussi différents ? Et pourtant, chacun reconnaît que mon groupe a une très très forte cohésion. Donc voilà, je pense que je ne demande pas à ce qu'on me juge sur une étiquette que les journalistes ou que des mouvements d'opinion peuvent m'accoler sur le fond, mais simplement sur les faits, sur la réalité. Et interroger d'ailleurs celles et ceux qui me connaissent bien, y compris des opposants. Interroger d'ailleurs les présidents de groupe au Sénat, socialistes, communistes. Ils vous diront, il y a quelques jours, j'ai fait avec mes collègues communistes, socialistes, mais aussi du centre, écologistes, une résolution pour le Haut-Karabakh, pour défendre l'Arménie. Je l'ai lancée et on était capable en quelques jours de réunir des groupes politiques qui sont très très différents. Si vraiment j'étais un épouvantail, croyez-vous vraiment qu'ils auraient co-signé une résolution que j'avais initiée ? Bien sûr que non. Alors en tout cas, vous mettez-vous en ordre de bataille pour 2022 et quand on pense à la présidentielle, on pense à un programme. Est-ce que la lettre aux Français que vous avez fait paraître sur le site de Force républicaine, le parti, le mouvement politique dont vous êtes le président, c'était le 3 novembre dernier, est-ce que cette lettre aux Français, nous pouvons remettre la France en ordre, ce sont les prémices d'un programme électoral ? Non, ça n'est pas un programme, je voudrais simplement dire Il y a quand même des propositions ? Il y a bien sûr des propositions. 13e mois pour les plus modestes, référendum sur la réforme du travail, sur l'immigration, retour des peines planchées, baisse des impôts. Il y a quand même des propositions assez concrètes. Bien sûr. Mais je l'ai axé sur l'ordre à l'époque. Je l'ai écrit après la décapitation de Samuel Paty qui m'avait beaucoup impressionné, comme cette décapitation a sidéré tous les Français. J'avais eu le besoin, j'avais senti en moi la nécessité de dire aux Français ce à quoi je croyais et ce qu'il fallait refuser pour la France. Et j'ai utilisé le mot désordre, j'ai utilisé le mot chienlit aussi. Le général de Gaulle, d'ailleurs, ça a été fait par le commentateur qui a présenté mon parcours tout à l'heure. Il a fait cette référence en disant Charlie. C'est pas Charlie Hebdo, c'est général de Gaulle, même si le mot de Charlie faisait référence à l'époque au général de Gaulle. Le général de Gaulle avait dit, écoutez, la réforme, oui, la chienlit, non. Avec Emmanuel Macron, on n'a ni la réforme, on n'a pas de réforme, mais on a le désordre. Voilà. Donc on y viendra voilà. Dans quelques instants sur vos critiques vives. Et il y a un sondage qui vous a forcément donné le sourire, j'en suis certaine, un sondage interne au Parti des Républicains. C'était à la mi-novembre, à l'initiative d'un député Les Républicains du Vaucluse, Julien Aubert. Il avait adressé un questionnaire aux adhérents à jour de cotisation des Républicains. 10 000 sur 60 000 ont répondu. Et à la question, qui serait selon vous le meilleur candidat pour représenter le parti à la présidentielle ? C'est vous qui êtes arrivé en tête, 12,6% des voix, devant Xavier Bertrand, 10,1%, et Valérie Pécresse, 3,4%. Quelle réaction à ce sondage au sein de votre parti ? On vous a félicité ou on a un peu rasé les murs quand vous passiez ? On ne m'a pas félicité. Je pense que ce sondage est venu après d'autres sondages. Il y en a eu à peu près 5 ou 6, je crois. Mais curieusement, ces 5 ou 6 avaient
des résultats assez homogènes, ce qui montre bien que ces résultats sont significatifs. Mais ça ne veut rien dire pour l'avenir, évidemment. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il y a eu, pour un certain nombre de responsables de mon parti, cette idée qu'une primaire totalement fermée, totalement avec uniquement les militants, pourrait être la meilleure façon de me barrer le chemin. Et ils se sont aperçus, à l'occasion de ces sondages, qu'une primaire très fermée, c'était sans doute pour moi une voie royale. Donc il fallait changer de pied. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas très bien où on va. Je sais moi où je vais. J'ai proposé cette méthode. Pas parce qu'elle est bonne pour moi. D'ailleurs, je la veux ouverte c'est-à-dire au-delà des militants et des adhérents, des Républicains, aux sympathisants. Je veux un processus collectif. Moi, je veux quelque chose de moderne. Je pense que c'est ringard aujourd'hui de demander à un parti politique de désigner, encore une fois dans l'entre-soi, au sein de lui-même, de ses instances dirigeantes, le candidat qui va intéresser toute une famille politique, bien plus large que la frontière, le cercle des adhérents. Donc voilà, c'est ce que je veux, c'est redonner finalement la parole à ceux d'en bas, à ceux qui nous soutiennent et qui votent et qui ont voté pour nous, qui votent peut-être plus pour nous, mais qui pourraient le faire à nouveau. Alors, ce n'est pas en Vendée que tout se jouera pour vous, même si vous le souhaiteriez peut-être, mais en tout cas au niveau national, si vous étiez ce candidat des Républicains pour la présidentielle en 2022, on a malgré tout voulu savoir comment, dans le département qui a été celui qui a le mieux réélu un sénateur en France, c'est-à-dire vous, je vais y arriver, comment vous êtes perçu? Est-ce que vous êtes connu finalement dans ce département de Vendée? Est-ce que vous êtes vu comme un présidentiable potentiel? Ce n'est pas un sondage, je le précise, mais l'avis de passants recueillis à La Roche-sur-Yon et aux Herbiers par Vincent Reynal et Antoine Repère. C'est un pas de plus vers la candidature. Dans sa lettre adressée aux Français, le président des sénateurs LR développe un programme de gouvernement. Alors question, Bruno Retailleau a-t-il l'étoffe d'un président de la République? Oui, il a la poigne nécessaire pour redresser le pays. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est quelqu'un de sérieux, d'honnête et qui a les pieds sur terre, voilà. Il a des idées assez arrêtées, j'allais dire de droite. Mais son premier handicap, c'est peut-être un manque de notoriété. Je sais même pas qui c'est. Bruno Retailleau, ça vous dit rien? Ça doit être quelqu'un de là au niveau de la mairie, j'imagine. Je ne donne pas l'envergure d'un président de la République, non. Je le vois très bien, mais un peu comme De Villiers, qui était très bien au niveau départemental, pour une dimension locale, mais alors nationale et européenne, pas du tout, non. Voilà l'avis de Vendéen sous l'œil de Napoléon Bonaparte sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Bruno Retailleau, au-delà de ces avis recueillis un peu au hasard, il faut bien le dire, en Vendée, au-delà des doutes et de la Vendée, on voit que finalement vous êtes encore peu connu d'un certain nombre de Français. Le baromètre Elab, Les Échos, qui fait référence dans ce domaine de notoriété politique, le dernier du 3 décembre vous passe en 34e position des personnalités politiques françaises préférées, c'est-à-dire en dernière position. 59% des Français n'ont pas d'opinion sur vous. C'est un handicap ? Alors je pense que c'est mon handicap. Vous avez totalement raison, parce que j'ai jamais été, par exemple, membre d'un gouvernement. Et du coup, je n'ai pas bénéficié d'une exposition, alors un peu plus en Pays de la Loire, un peu plus en Vendée, évidemment. Du coup, on me connaît moins. Alors ça, c'est le handicap. Il y a la bouteille peut-être qui est à moitié pleine. C'est aussi que ça fait de moi quelqu'un d'un peu plus neuf que des gens qui ont traîné leur guêtre dans des gouvernements, parfois, qui n'ont pas toujours bien réussi et qui ont déçu. Donc, je suis prêt à accepter. Je crois que le micro-trottoir est assez juste quand cette personne, cette Vendéenne me dit bah non, je ne sais pas qui c'est. C'est vrai, c'est mon handicap. Je veux croire aussi que ça peut être finalement une force. Une force. Vous vous voyez comme un candidat du renouveau, peut-être? Ça peut être osé quand même quand on voit vos parcours politiques et vos antécédents. Je vais vous dire, je pense que la présidentielle, on a vu d'ailleurs l'exemple d'Emmanuel Macron, ça ne peut pas être une marche solitaire. Je pense que, et là aussi, je crois dans la primaire parce qu'il faut qu'il y ait un processus collectif. Et je pense qu'il faudra aussi une équipe et pas seulement un homme pour redresser la France. Alors, parce que la tâche, elle est très lourde et sera très très rude. Alors justement, aucune personne seule, aucune, moi pas plus qu'un autre. Ne peut y arriver, vous nous dites. Y arriver seul. Mais alors justement, est-ce que vous pouvez y arriver sans une personne qui reste pivot dans votre parti politique? Je pense à Nicolas Sarkozy. Vous le dites vous-même, je cite votre expression que j'ai lue dans un magazine, « Il ne peut pas me saquer ». Est-ce qu'un candidat des Républicains peut gagner une primaire et a fortiori une élection présidentielle sans le soutien de Nicolas Sarkozy qui, dit-on à Paris, ferait circuler l'information que si c'est vous, il votera Macron?
Alors justement, si ceux de ma famille politique ils souhaitent que Nicolas Sarkozy revienne dans la politique, il faut d'abord qu'ils me poussent et puis ensuite ils verront l'effet que ça peut produire. Non, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Sarkozy parce que j'avais été admiratif lorsque il a présidé l'Union européenne, il a sauvé l'euro avec Madame Merkel. Il a, comment dirais-je, des côtés positifs dans son bilan, mais il y en a qui sont moins positifs. Et Donc vous n'attendez pas son soutien? Je pense qu'on ne peut pas regarder devant soi avec un rétroviseur. C'est tout. Nicolas Sarkozy a été président de la République de droite. Il représente toujours, c'est vrai, une figure tutélaire. Et très franchement, je trouve que ce que lui fait aujourd'hui la justice, ça me blesse. Il a été président de la République, mais très franchement, je ne vais pas rue de Miromesnil pour aller demander ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Voilà, un c'est mot, pas ce un mot, qu'attendent de Bruno nous les Retailleau. Français. Vous dites dans votre lettre aux Français dont on a parlé tout à l'heure, je n'ai jamais quitté mon parti, donc les Républicains. J'en connais aussi ses limites comme j'en subis aujourd'hui ses faiblesses. Vous pourriez envisager de le quitter pour vous présenter en 2022 ? Non, mais moi, je suis fidèle. Voilà, donc, il n'y aura pas d'aventure personnelle en dehors du parti pour vous ? Je suis fabriqué de telle façon à ce que quand il y a un moment difficile, quand il y a une tempête, j'ai une pensée pour le Vendée Globe et pour ceux et celles qui sont encore dans la course, y compris celles et ceux qui l'ont abandonné. Mais franchement, non, je reste sur le navire. Et je pense que la France va mal. Il va falloir s'associer. Il va falloir produire un effort titanesque pour redresser le pays, pour que demain, des pères ou des mères de famille puissent se dire que leurs enfants pourront connaître un sort meilleur que celui qu'ils connaissent. Alors pour l'instant, ça n'est pas vous, ça n'est pas votre parti qui êtes aux manettes, c'est Emmanuel Macron depuis 2017, bien sûr. Vous êtes très critique, on peut le dire, sur la gestion globale de la France par Emmanuel Macron et par son gouvernement. La France, c'est l'Absurdistan. Le gouvernement a enchaîné les fiascos, gestion chaotique de la pandémie. Sur quel point, pourquoi est-ce que vous êtes aussi critique, Bruno Retailleau ? Tout a été si mal fait ? Non, on peut toujours trouver des côtés positifs, y compris d'ailleurs avec le quinquennat de M. Hollande. Je me souviens les efforts qu'il avait fait pour essayer de redresser la compétitivité de nos entreprises. C'est pas très flagrant dans vos déclarations, les positifs. Non, sur la gestion de la pandémie, par exemple. Sur la gestion de la pandémie. Comment expliquez-vous que la France est le pays d'Europe qui consacre le plus d'argent public en pourcentage de son PIB, de sa richesse nationale aux dépenses de santé, et que nous sommes au 4e ou 5e rang en matière de mortalité? Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Regardez l'affaire des masques. Notre commission d'enquête au Sénat a découvert quelque chose d'incroyable, c'est qu'un haut fonctionnaire, le directeur général de la Santé, avait tenté de faire pression et du coup, il y a eu 50 millions de masques qui ont été commandés. Les experts disaient il en faut 1 milliard. Vous parlez de Jérôme Salomon qui a été épinglé par la commission d'enquête sénatoriale. Voilà un exemple très concret. Bien sûr, c'est le même virus, mais les résultats ne sont pas les mêmes entre l'Allemagne, la France, y compris avec le Portugal. Et puis, il y a un autre reproche. Je trouve qu'Emmanuel Macron, il donne à chacun de ses publics, il utilise les mots qu'attendent ce public. Ce qui fait qu'il dit tout et son contraire. C'est le « en même temps ». Et ce « en même temps » crée des tensions. Regardez avec les policiers. J'ai vu qu'il y a quelques jours, en milieu de semaine, on est dimanche, en milieu de semaine, cette semaine-là, il y avait eu des policiers qui étaient allés hurler leur colère. Devant les fenêtres de la préfecture de région, devant les fenêtres du commissariat. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a sous-entendu qu'il pouvait y avoir une sorte de racisme systémique dans la mesure où il y avait des contrôles au faciès. Alors, on y viendra. Et pour autant, quelques semaines auparavant, il les avait reçus. Ça avait donné le fameux article 24, qui était terrible d'ailleurs pour la presse, pour la liberté d'informer. Donc, c'est tout et n'importe quoi. Un jour, il dit, voilà, il faut développer le nucléaire, et le lendemain, il ferme Fessenheim. Je reviens à la pandémie quand même. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez laissé les petits commerces ouverts ? Moi, j'ai fait voter au Sénat une disposition qui aurait fonctionné en disant, voilà, on va laisser département par département, commune par commune, au préfet, avec le maire, le soin de déterminer si le commerce est dangereux, s'il a le nombre de mètres carrés. Donc de laisser un peu de souplesse au local. Mais oui, de la souplesse, bien sûr. Vous savez ce qu'en a dit Emmanuel Macron ? Ça a fuité dans le Canard enchaîné. Il vous a traité de fada. C'est ce qui est cité dans cet article. Il dit que vous avez fait preuve là d'une lamentable démagogie en prenant ce genre de mesures. Eh bien non. Mais non. Irresponsable quelque part. Mais qui est irresponsable aujourd'hui ? Quand on voit qu'en France, on a un taux de mortalité extrêmement lourd. Non, dans cet article d'ailleurs, il cite quelque chose qui est faux, puisqu'il dit... Ici, bien sûr, je suis associé à Xavier Bertrand. Et les deux fadas, c'est Xavier Bertrand et moi. Donc, les Français apprécieront. Il dit que je voulais réouvrir les discothèques. C'était faux. C'était un amendement socialiste. Et j'ai voté contre cet amendement. Non, je pense que peu importe. On ne va pas polémiquer parce qu'il y a des morts. Voilà. Simplement, ce que je demande depuis le mois de mars,
c'est pas rien quand même. Je demande à ce que l'épidémie soit contrôlée. Et pour contrôler l'épidémie, il faut mieux tester, il faut mieux tracer, il faut mieux isoler. Vous auriez été favorable à un isolement obligatoire ? Non, je n'étais pas favorable. Je veux un isolement, depuis le départ, qui soit un isolement, qui soit contrôlé, qui soit accompagné. Par exemple, avec des gens qui puissent passer au domicile. Par exemple, avec des hôtels. Qui va être mis à l'essai. Par exemple, avec des hôtels qui sont réquisitionnés. Et quand l'appartement est trop petit, qu'il y a beaucoup de monde dans l'appartement, qu'on puisse passer 7 jours, on n'en meurt pas. Et j'ai fait voter lundi au Sénat le fait de supprimer le jour de carence pour que quelqu'un qui accepte de s'isoler pour les fonctionnaires n'ait pas absolument, mais c'était le cas aussi pour le privé avant, il fallait rétablir une équité, il ne fallait pas que les fonctionnaires perdent une part de leur salaire quand ils s'isolent. Voilà. Donc je suis cohérent. Autre critique que vous portez de façon très vive à l'égard du gouvernement en place et d'Emmanuel Macron, c'est sur le terrorisme. Vous avez eu cette phrase au surlendemain de l'assassinat de Samuel Paty, ce qu'il faut c'est des armes, pas des larmes, une formule qui a pu choquer. Vous continuez à l'assumer? Ah non, mais je l'assume. Ce que j'ai simplement voulu dire, c'est qu'il y a eu un basculement dans la tête des Français. Parce que cette décapitation les a sidérés, mais les a mis en colère. Ils ont vu que le terrorisme islamiste était en train de gagner du terrain et que c'était la loi, la charia, qui était en train de s'appliquer sur le territoire de France et que les gens ne veulent plus qu'on allume des bougies. Ils ne veulent plus qu'on donne des fleurs. Ils ne veulent plus qu'on défile pour rendre des hommages. Donc il faut lutter contre l'immigration massive. Parce qu'on est en guerre. C'est une guerre qui nous prendra une génération. Et je pense qu'il faut être vraiment extrêmement intransigeant, extrêmement déterminé. Donc limiter l'immigration massive, limiter le regroupement familial, multiplier les expulsions. Bien sûr, mais aussi interdire le voile, y compris dans les sorties scolaires, mais aussi donner les moyens à des maires de licencier du personnel public, par exemple, qui serait radicalisé. Évidemment, tout ce qui va dans le bon sens, certificat de virginité, les mariages forcés, la neutralité dans les services publics et les entreprises qui ont aussi une délégation de services publics, ça va bien. Mais moi, je veux aussi, en plus, par exemple, interdire et rendre un candidat communautariste, par exemple, inéligible. Je veux interdire les listes aux élections qui seraient des listes communautarisées. En un mot, Bruno Retailleau, ce sont des positions qu'on pourrait entendre dans la bouche de Marine Le Pen. Mais je m'en fiche. Ces propositions sont très largement reprises par l'ensemble de ma famille politique, et même bien au-delà. Et vous verrez, Emmanuel Macron, hier, disait qu'il n'y avait pas du tout de lien entre une immigration incontrôlée et le terrorisme. Il a dit l'inverse il y a quelques semaines. Pourquoi ? Parce que c'était un Tunisien qui était responsable de l'égorgement de 3 personnes dans la base Nice, tout simplement parce que là aussi, celui qui a décapité Samuel Paty, il était d'origine tchétchène. Je précise quand même que le Centre d'analyse du terrorisme dit que 67% des auteurs d'attentats ou de tentatives sont le fait de Français et pas d'immigrés étrangers. Une dernière chose, parce que le temps passe très vite, il nous reste quelques secondes, Bruno Retailleau. Les régionales, ce sera en 2021. Les régionales, ce sera en 2021. Christelle Morancé, qui vous a succédé, n'a pas encore annoncé qu'elle serait candidate à sa succession. Est-ce que vous la soutenez ? Franchement, moi, je le souhaite. Franchement, je le souhaite. Pas seulement parce que c'est une femme. Elle est extrêmement combative, elle est pugnace, elle a fait un parcours extraordinaire, vraiment. Donc vous lui dites, allez-y, et moi je lui dis, Christelle, vas-y. Moi je la vois, sa pugnacité actuellement, où elle négocie, vous savez, le contrat de plan, la somme d'argent que l'État doit donner à la région pour les 7 années prochaines. J'avais beaucoup critiqué en son temps la gauche parce que les Pays de la Loire avaient été mal servis. On verra et on fera la différence, vous verrez. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin pour ce dimanche en politique. Tout de suite, le 12-13 sur France 3. Excellente journée à toutes et tous.